Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration littéraire. On plonge aujourd'hui dans un roman fascinant, un classique de la littérature jeunesse-gore. Un bon petit diable de la comtesse de Ségur. Vous savez ce qui rend ce livre si spécial au vin. Eh bien, je dirais que c'est sa façon unique de dépeindre l'enfance. Dès les premières pages, on est captivé par la profondeur psychologique des personnages, par cette observation subtile de la nature humaine. On sent qu'il y a bien plus qu'une simple histoire pour enfants. Il y a une vraie réflexion sur le bien et le mal, sur les relations humaines. Pour mieux saisir cette perspective unique, il faut s'intéresser à la vie de la comtesse de Ségur elle-même. Ah oui, son histoire est assez incroyable. Née Sophie Rostopchine en 1799 en Russie, elle a grandi dans une famille de la noblesse. Imaginez un peu, son père, le comte Fyodor Rostopchine, a été gouverneur de Moscou pendant l'invasion napoléonienne. Incroyable. Elle a même été baptisée avec le tsar. Comme par une vie digne d'un roman, avant même qu'elle ne commence à écrire. Exactement. Une enfance dans un immense domaine près de Moscou, puis l'exil en France suite à la Révolution. Son mariage avec Eugène de Ségur a été, semble-t-il, assez tumultueux. Et ce n'est qu'à l'âge de 50 ans qu'elle se lance dans l'écriture, inspirée par les histoires qu'elle inventait pour ses petits-enfants. Un début tardif pour une carrière littéraire aussi prolifique. En effet. Et quel talent Kwai! Ces livres qui mêlent réalisme et leçons de morale ont immédiatement conquis le public. Des titres comme Les Malheurs de Sophie ou Les Petites Filles modèles, on les connaît tous. Des classiques indémodables. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à un bon petit diable. Notre objectif est Saarwerk-Fichir, explorer ce qui le rend si captivant et unique, sans bien sûr dévoiler la fin. On va essayer de vous donner envie de le lire ou de le relire, en vous présentant l'univers de l'auteur, les thèmes abordés, les personnages marquants, les moments clés. Exactement, on va décortiquer ce récit pour en extraire la substantifique moelle. Et si l'envie vous prend de vous plonger dans ce chef-d'œuvre, sachez qu'il existe une très belle édition chez Quill avec les illustrations originales disponibles sur Amazon.fr. Une édition qui vous permettra de découvrir le livre tel qu'il a été conçu à l'époque. Allez, on entre dans le vif du sujet. Parlons de notre fameux bon petit diable, Charles. Dès le départ, on le perçoit comme un garçon, disons. L'air d'énergie. Oui, on va dire ça comme ça. Certains pourraient dire qu'il est plutôt espiègle, voire malicieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès le début, on sent qu'il a aussi un bon fond. C'est Betty, la servante, qui souligne ce contraste. Elle dit qu'avec un peu plus de douceur, sa bonté naturelle pourrait s'épanouir. C'est une clé importante pour comprendre la complexité du personnage. Absolument. Charles n'est pas juste un petit démon. Il est tiraillé entre le bien et le mal. Et malheureusement, la personne qui devrait l'aider à développer sa bonté, sa cousine Madame Macmish, ne fait qu'empirer les choses. Leur relation est pour le moins explosive. Madame Macmish est sévère, autoritaire, et Charles se rebelle contre cette autorité en multipliant les farces. Et dans ces entreprises, Betty est souvent sa complice. On rit beaucoup de leur stratagème, de leur inventivité. Souvenez-vous de l'épisode du sucre dans la soupe. Ah oui. Ou encore l'histoire des fausses dents et des cheveux attribués aux fées. Madame Macmish, qui croit dur comme fée aux fées, est terrorisée. Et n'oublions pas l'histoire des pantalons en doublet. C'est un exemple parfait de l'ingéniosité de Charles face à l'oppression. Madame Macmish, persuadée qu'il a mis du carton dans son pantalon, le menace de lui ôter sa culotte lors de sa prochaine correction. Du coup, Charles et Betty ont l'idée de découper des têtes de diable avec des langues rouges et de les coller sur sa peau. Attends, à fator pichon. Elle frayait Madame Macmish au point qu'elle n'ose plus le toucher. Une idée diabolique, n'est-ce pas? Absolument. C'est fascinant de voir comment l'imagination de Charles devient une arme face à l'adversité. Mais attention, malgré ses bêtises, Charles n'est pas un monstre de méchanceté. Non, il a des moments de remords, de lucidité. Ses conversations avec Juliette, par exemple, révèlent cette ambivalence. Juliette, cette petite fille aveugle d'une douceur et d'une sagesse incroyables. Exactement. Charles lui raconte ses farces, ses frustrations, et Juliette, avec beaucoup de patience, essaie de le guider vers un meilleur comportement. Elle lui explique que la vengeance ne mène à rien, que la bonté est toujours la meilleure solution. Et Charles, même s'il n'est pas toujours d'accord, est touché par ses paroles. On sent qu'il l'admire profondément. Il y a un moment clé où, après une punition particulièrement sévère, Charles se met à réfléchir. Il repense aux paroles de Juliette et il se dit qu'elle a peut-être raison. Il prend la décision de changer, d'être plus sage, plus patient. C'est un tournant dans l'histoire. On entrevoit la possibilité d'une transformation. C'est un moment d'espoir. On se dit que ce bon petit diable a peut-être la capacité de devenir meilleur. Mais bon, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Non, bien sûr. Ses penchants naturels ne disparaissent pas comme par magie. Parlons maintenant de l'autre côté du spectre, l'opposé de Juliette Messe, Madame Macmish. On ne peut pas dire que ce soit un personnage sympathique. Disons qu'elle n'est pas très.
chaleureuse. Elle est présentée comme une femme avare, autoritaire, cruelle envers Charles. Sa croyance aveugle aux faits est d'ailleurs assez ironique. Oui, c'est Charles et Betty qui exploitent cette faiblesse pour lui jouer des tours. Mais sa principale obsession, c'est l'argent. Ah oui, n'oublions pas l'histoire des 50 000 francs appartenant à Charles, confiés à Madame Macmish par son père. Un secret qu'elle garde jalousement. Et quand Charles découvre le pot rose, la situation devient explosive. Sa réaction est très révélatrice. Elle panique, elle devient encore plus méfiante, plus agressive envers Charles. On sent qu'elle est prête à tout pour garder cet argent. Son avarice la ronge. Elle passe son temps à compter ses économies, à se réjouir de l'argent de Charles qu'elle compte bien garder pour elle. Son obsession devient de plus en plus dévorante. On la voit sombrer peu à peu dans une sorte de folie. Mais attention, on ne vous dira rien de plus sur son destin. C'est à vous de le découvrir. Passons maintenant à un personnage lumineux, Juliette. Ah, Juliette, quelle douceur, quelle sagesse. Aveugle depuis sa naissance, elle rayonne d'une force intérieure incroyable. Elle est patiente, compréhensive, toujours prête à aider les autres. On sent que Charles est profondément touché par sa bonté. Elle représente un modèle pour lui, une source d'inspiration. À plusieurs reprises, elle essaie de le calmer, de lui faire entendre raison. Elle lui apprend la compassion. Et on sent que ses paroles font leur chemin dans le cœur de Charles. Leur relation est magnifique. Elle est pleine de tendresse, de respect mutuel. Juliette, malgré son handicap, est un véritable pilier pour Charles. Et n'oublions pas sa relation avec sa sœur Marianne. Un lien très fort, plein d'affection. Elles se soutiennent mutuellement malgré les épreuves de la vie. Juliette, c'est un personnage inspirant qui nous montre que la vraie force vient de l'intérieur. Absolument. Passons maintenant à un autre personnage important. Betty. Betty, la servante. Elle est bien plus qu'une simple employée de maison. Elle est intelligente, débrouillarde et surtout d'une loyauté sans faille envers Charles. C'est un peu sa seconde maman, en quelque sorte. Elle le protège, le conseille, l'aide à se sortir des mauvais pas. Elle est souvent complice de ses farces, mais elle sait aussi le gronder quand il va trop loin. Et sa capacité d'improvisation est incroyable. Elle trouve toujours une explication plausible pour justifier les bêtises de Charles. Souvenez-vous de l'épisode où Charles disparaît. Elle invente une histoire de fée pour calmer Madame Macmish. Elle est incroyable. Et sa loyauté envers Charles est indéfectible. Quand Madame Macmish menace de l'envoyer loin, elle décide de le suivre. C'est un personnage attachant, plein de ressources, on l'adore leur nom. Alors, à travers ces personnages hauts en couleur, quels sont les grands thèmes qui se dégagent de ce livre? Eh bien, il y a bien sûr la question de la malice enfantine, de ces bêtises qui peuvent parfois avoir des conséquences inattendues. Le livre nous invite à réfléchir aux limites de l'espièglerie. Mais il y a aussi le contraste entre le bien et le mal, incarné par l'opposition entre Juliette et Madame Macmish. Exactement. La douceur et la compassion de Juliette s'opposent à l'avarice et à la cruauté de Madame Macmish. Le livre nous montre que ces deux forces coexistent en chaque être humain. Et la puissance des pardons, de la rédemption, est un thème central. On voit comment la bonté de Juliette influence Charles, comment elle l'aide à prendre conscience de ses erreurs. C'est un message d'espoir. Le livre nous montre que même le plus diabolique des enfants peut changer, évoluer vers le bien. Mais il y a aussi une mise en garde contre les dangers de l'avarice, de la cupidité. On voit comment ces sentiments négatifs peuvent détruire une personne de l'intérieur. Madame Macmish est un exemple parfait de cette destruction. Son obsession pour l'argent la rend méchante, paranoïaque. Le livre explore aussi les relations familiales dans toute leur complexité. La relation conflictuelle entre Charles et Madame Macmish, mais aussi le lien d'amour et de solidarité entre Juliette et Marianne. C'est un portrait réaliste de la famille, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses difficultés. Et n'oublions pas la dimension spirituelle, la foi qui aide Charles à traverser les épreuves. La religion est présentée comme un soutien, un refuge. On voit Charles prier, se confesser, et ces moments lui apportent un certain apaisement. Pour vous donner envie de lire ce livre sans trop en dévoiler, quels sont les moments les plus marquants? Eh bien, il y a bien sûr les nombreuses farces de Charles Liam. On rit beaucoup de ses stratagèmes, de son imagination débordante. L'épisode des diables sur sa peau, par exemple, est hilarant. Et que dire des aventures à l'école de M. Olnicke, les bancs collés, la disparition du dîner des maîtres? C'est un véritable chaos. Le départ de Charles de cette école est d'ailleurs un moment important, un tournant dans l'histoire. Mais on ne vous en dira pas plus. À vous de le découvrir et il y a aussi les moments de tendresse entre Charles et Juliette. Leurs conversations sont touchantes, pleines de sincérité. On sent une vraie connexion entre eux, une amitié profonde. Juliette est un rayon de soleil dans la vie de Charles. Et n'oublions pas les scènes avec Madame Macmish et son obsession pour son or. C'est parfois comique, parfois effrayant. On voit comment l'avarice peut déformer une personne.
Ces interactions avec Donald, le valet de ferme, sont aussi intéressantes. On voit une certaine évolution dans leur relation qui passe de la méfiance au respect mutuel. En résumé, Un bon petit diable, c'est un mélange unique d'humour, d'émotion, de suspense. Un livre qui nous fait rire, réfléchir et qui nous touche au cœur. C'est une exploration subtile de l'enfance, de ses joies, ses peines, ses contradictions. Un récit intemporel qui continue de fasciner les lecteurs de tous âges. Si vous voulez savoir ce qui arrive à Charles, à Madame McMish, à Juliette, il n'y a qu'une solution. Vous lisez le livre d'Olive. Et pour une expérience de lecture optimale, on vous recommande l'édition illustrée Shackwell, disponible sur Amazon.fr. Les illustrations originales ajoutent une dimension visuelle magnifique au récit. Alors, cher auditeur, on vous laisse avec une question. Pourquoi les histoires qui explorent la complexité de l'enfance et la possibilité de changer continuent-elles de nous fasciner autant ça? À vous de méditer. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée littéraire et à bientôt pour une nouvelle aventure. Au revoir. Au revoir.